Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Profession humaine. Le podcast où on parle vrai, où on parle humain, puis où on parle surtout de ce qui se passe réellement dans nos vies professionnelles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de plonger avec vous dans un sujet sensible, parfois inconfortable, mais un sujet qui est absolument essentiel. Négocier une augmentation de salaire. Et on va se dire les vraies affaires, personne nous apprend vraiment à le faire. Hein? À l'école, on apprend les maths, on apprend les volcans, on apprend l'analyse littéraire, les théorèmes de Pythagore même, mais comment on fait pour demander plus d'argent? Ben ça, personne nous donne de cours au secondaire. Puis pourtant, notre salaire, mais ça influence directement notre qualité de vie, notre motivation au travail, puis dans la vie en général, notre sentiment d'équité, notre engagement, notre santé mentale même, puis aussi notre perception de notre propre valeur professionnelle. La première question que je me suis posée quand je me suis mis à réfléchir là, au sujet que je voulais aborder aujourd'hui dans le podcast, c'est pourquoi c'est si difficile de demander une augmentation de salaire? Pourquoi on est comme gêné, tu sais? Fait qu'avant même de parler de stratégie, de budget ou de performance, faut aborder le sujet de ce qui rend la négociation difficile, profondément difficile pour la plupart des gens. Parce qu'on va être honnête, demander une augmentation, là, ça active au minimum 3 choses en nous. La peur du rejet, le syndrome de l'imposteur, puis une atteinte à notre socialisation. Surtout pour nous les femmes. La peur du rejet, mais c'est la peur de se faire dire non, tu sais, de déranger, d'être mal perçu ou de passer pour quelqu'un qui pense juste à l'argent. C'est incroyable à quel point, comme humain, on a comme de la difficulté à se positionner pour soi-même. En ressources humaines, là, je l'ai vu, tu sais, 100 fois, des professionnels brillants, des professionnels solides qui gèrent des millions de budgets puis des projets immenses, mais incapable de demander 4-5% de plus. Ensuite, ben, il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Celui-là, c'est quelque chose, en fait, on le sous-estime, mais c'est vraiment partout. Hein? Souvent, vous le remarquerez, là, on va se dire, je suis pas certain d'avoir assez fait cette année pour le mériter. Mais telle autre personne, d'après moi, elle travaille plus que moi. Tu sais, je devrais, sûrement qu'elle, elle mérite plus que moi. Ou mon boss va penser que je me prends pour un autre puis que je me surévalue. Ou tu sais, si je demande trop, là, mon boss va me juger. On oublie que la performance, c'est pas un endroit où on mérite ça, mais c'est un endroit où on contribue. Il y a aussi, mais comme je disais, une atteinte à notre socialisation, surtout pour nous les femmes, parce que, mais ça peut être vrai aussi pour les hommes, mais les recherches en sociologie du travail l'ont démontré, là, les femmes, en général, c'est prouvé que les femmes demandent 4 fois moins d'augmentation salariale que les hommes. Pas parce qu'elles ont moins de valeur, mais parce que on nous a enseigné socialement, à nous les femmes, à être reconnaissantes de ce qu'on a, à ne pas déranger, à être loyale, à attendre comme ça qu'on nous remarque. Mais la reconnaissance proactive, là, malheureusement, ça arrive pas toujours. Finalement, il y a aussi le tabou du salaire. On parle de tout au travail. Des enfants, des rénovations, de ce qu'on a fait ce dernier week-end, des séries Netflix, des dernières rumeurs du dernier party de Noël au bureau. Mais le salaire, ça, on n'y touche pas. C'est comme si c'était presque honteux d'en parler. C'est très, très, très sensible. Puis, on se retrouve à négocier avec un manque total d'informations. C'est quoi le marché? Combien les autres sont payés? C'est quoi la structure salariale? C'est quoi le budget annuel? Bref, derrière une demande salariale, c'est sûr qu'il y a de l'émotion, il y a de la psychologie, puis il y a aussi une grande part de perception de soi. Mais là, un coup qu'on a considéré tout ça, moi ensuite, je me demande pourquoi les professionnels hésitent autant à négocier leur salaire.
Puis je serais vraiment curieuse que vous m'écriviez, soit en commentaire là, ou en privé, comment ça se passe, vous, dans votre milieu professionnel. Pour ma part, honnêtement, je pense que si les professionnels hésitent autant à négocier leur salaire, c'est vraiment parce que, ben d'abord, on n'a tout simplement pas appris à le faire. Hein? On nous a socialisé, on nous a inculqué à croire que parler d'argent, ben c'est délicat, c'est presque impoli. Alors, ben tu sais, forcément, quand vient le temps de défendre sa valeur, il y a comme un malaise. Ensuite de ça, mais je pense qu'il y a énormément, tu sais, un enjeu d'estime de soi euh, exponentiel. Tu sais, il y a beaucoup de gens, même des gens vraiment compétents puis performants, qui doutent d'eux encore, qui doutent qu'ils méritent vraiment une augmentation. Puis ce doute-là, ben ça paralyse tout. Hein. La personne va se dire, ah, si je demande trop, si je dérange, gna gna gna. Alors, cette personne-là va rien demander, elle va attendre. Puis parfois, ben ça va finir que cette personne-là, ben, elle va se frustrer en silence. Ça, c'est franchement efficace pour personne, on va se le dire. Puis, évidemment, mais il y a aussi la dynamique de pouvoir. Négocier, ça demande de se mettre en position de vulnérabilité devant quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel sur nous. Puis, ben ça, ben, évidemment, c'est très intimidant, surtout quand on ne sait pas comment la discussion va être accueillie. Puis oui, absolument, je vois ces blocages-là dans mon milieu. Je vois des employés brillants qui se dépassent, qui livrent des résultats incroyables, mais qui n'osent pas prendre cette conversation-là. Puis moi-même, je vais être honnête, j'ai déjà attendu trop longtemps avant d'avoir cette discussion-là par le passé, pas par manque de conviction, mais par peur, tu sais, d'être perçue différemment, par loyauté, ou même juste parce que je voulais faire mes preuves encore un peu, tu sais. Bref, cette hésitation-là, elle est humaine. Pour ma part, elle est révolue. Je n'hésite plus quand je pense que la discussion a besoin d'avoir lieu. Ben, elle a lieu parce que d'hésiter, ça me coûte souvent beaucoup plus cher que la négociation elle-même. Ensuite, ben, il faut aussi comprendre que ce qui influence vraiment une augmentation, ben, tu sais, on pense souvent que ça dépend uniquement de nous, mais en réalité, là, une augmentation de salaire, ça dépend de 4 grands facteurs. Puis sur ces 4-là, ben, scoop tout le monde, il y en a seulement un sur les 4 qui est directement contrôlable par nous, l'employé. Je t'explique. Premièrement, ben, il y a le marché, hein, les pénuries de main-d'œuvre, la rareté de talent. Les organisations vont ajuster souvent leur salaire en fonction de la compétition, de la disponibilité du talent, de la rareté de certaines compétences. Donc, tu sais, par exemple, dans les dernières années, il y a certains postes TI qui ont eu des augmentations de 12 à 15 là, juste pour rester compétitifs. Fait que c'est sûr que si tu es dans ce milieu-là, puis que tu le sais pas ce qui se passe, puis que toi, tu es gêné d'aller demander un petit 2 alors qu'au marché, on est rendu à du plus 12, plus 15, ben on a un problème. La structure salariale interne aussi, ça joue beaucoup. Puis ça, c'est hors du contrôle des employés. Certaines entreprises vont utiliser des grilles salariales très strictes. Ok, donc, par exemple, si tu es au milieu de ta fourchette, tu peux espérer peut-être un 3 ou un 5 d'augmentation. Mais si tu es déjà proche du maximum, ben peu importe ta performance, ça va bloquer parce que c'est une politique de l'entreprise que quelqu'un qui est dans ton échelon salarial, ben il gagne maximum tel montant. Donc, peu importe ta performance, ça pourra pas aller au-dessus, indépendamment de toi puis de ta bonne volonté. Ensuite de ça, le troisième facteur, ben, c'est évidemment le budget annuel. Hein? À chaque année, les directions vont décider de l'augmentation de l'enveloppe budgétaire pour les augmentations de salaire. Puis certaines années, même avec une performance incroyable, le budget est soit gelé, limité ou complètement redirigé ailleurs. Hein? Des fois, on a un gros projet qui coûte très cher, puis bon, pour une raison X, Y, Z, on décide d'investir là-dedans au lieu d'avoir un budget, tu sais, d'augmentation de salaire plus élevé. Donc, des fois, c'est plate, mais tu sais, c'est la réalité. Puis, c'est la dure réalité des gestionnaires parce que être gestionnaire et être dirigeant d'entreprise,
c'est ça aussi, tu sais, c'est de prendre des décisions pour le bien de l'entreprise. Donc oui, il faut garder nos employés motivés, il faut garder nos employés heureux au travail, il faut reconnaître leur contribution, mais il faut aussi prendre des décisions en fonction de ce que notre entreprise a besoin. Puis si notre entreprise, ben, elle a besoin de, je sais pas, un nouveau système informatique qui coûte, je sais pas moi, 150 000 ben c'est sûr que ça va avoir un impact sur peut-être l'augmentation de salaire de tous les employés. Tu sais, ils vont peut-être recevoir, au lieu de recevoir 3%, mais ça se peut qu'ils reçoivent juste 1%. Tu sais. Donc, tout ça, c'est incontrôlable par l'employé. Donc, t'as beau être bon, pas bon, tu pourras jamais contrôler ça. Le seul facteur que tu vas contrôler, c'est ta performance individuelle. Ça, tu peux contrôler ça. Tu peux contrôler tes résultats, tu peux contrôler ton impact sur l'entreprise, tu peux contrôler ton attitude, tu peux contrôler la façon dont tu collabores avec tes collègues puis avec tes cadres, tes managers, puis tu peux contrôler ta valeur ajoutée. Puis même à ça, là, c'est juste un quart de l'équation. Donc, ceci étant dit, comme on contrôle pas grand-chose, ben ce qu'on peut contrôler, c'est encore plus important de faire attention, puis de ne pas faire de faux pas sur cet aspect-là. Il existe des erreurs classiques que je vois souvent quand je parle à des employés, des collègues de travail ou depuis les 15 dernières années que je fais mon métier. Je te les partage, puis je t'assure qu'en les évitant, ben déjà, tu vas gagner 50% des chances de succès en plus. Premièrement, la première erreur l'erreur numéro 1, ben c'est d'attendre ton évaluation annuelle. Hein? À l'évaluation annuelle, tous les gestionnaires sont débordés. Les budgets sont déjà décidés, les décisions sont déjà prises. Ça se peut que ton gestionnaire te dise que d'ici la période des évaluations, ben, il pourra rien t'accorder. Par contre, ça ne veut pas dire de ne pas en discuter d'ici là. Commencer puis ouvrir la discussion de bonne foi avec ton gestionnaire, c'est vraiment super important. Ensuite, ben, c'est évidemment d'arriver sans préparation. Tu sais, t'arrives, par exemple, puis tu dis, ouais, ben là, j'aimerais ça avoir plus d'argent, là, parce que, ben, tu sais, ça fait longtemps, là, que je suis dans la compagnie, là. Ça marche pas, hein. Tu sais, on négocie avec des faits, pas avec des émotions. Puis encore pire, pas avec du chiolage, s'il vous plaît. Faut aussi ne jamais se comparer avec les collègues, OK? Tu sais, arriver puis dire, ben là, tu sais, mon collègue Marc, là, lui, il gagne plus, fait que, tu sais, moi aussi, hein. Ça, là, oublie ça, ça braque automatiquement l'employeur ou ton gestionnaire parce que tu le mets en position de se défendre et de se justifier. Alors qu'il n'y a pas à le faire, hein. Tu sais, il faut se rappeler que le salaire, ça reste un droit de gérance. Finalement, aussi, en fait, une autre erreur, c'est de menacer de quitter. Puis encore plus si tu l'assumes pas vraiment. Tu sais, si tu utilises la menace de t'en aller comme bluff, ben je t'avertis tout de suite, tu vas perdre. Les menaces, là, ça n'a jamais, jamais, jamais été une bonne stratégie de négociation dans toute l'histoire de l'univers, OK? Donc, oublie ça, fais pas ça, démontre ta bonne foi, démontre, tu sais, ton ouverture. Donner un ultimatum à quelqu'un, c'est jamais une bonne solution. Puis finalement, ben la dernière erreur à ne pas faire, c'est de ne pas relier ta demande aux objectifs de l'entreprise. Hein? Rappelle-toi là, que jamais un gestionnaire va te donner une augmentation ad hoc, là, comme ça, euh, juste pour être gentil. Il va te la donner quand le coût de ton départ va être plus élevé que le coût de l'ajustement salarial que tu demandes. C'est là où ça devient crucial de démontrer ta valeur ajoutée aux objectifs, à l'atteinte des objectifs de ton entreprise. Donc, informe-toi sur la stratégie, puis sur la vision, puis sur la mission de ton entreprise. C'est vraiment important. Puis, maintenant, quand tu arrives pour justement avoir la discussion, ben comment bien te préparer? Hein? Comment préparer ta demande? Moi, je vais te parler d'une méthode que j'ai développée un peu puis que j'ai enseignée dans mes coachings depuis 15 ans, puis qui, selon ce que j'ai observé, fonctionne. La première étape, ben, c'est évidemment de documenter ton année.
On ne demande pas une augmentation. On présente un dossier, OK? Parce que les bons coups, vous le savez, ça s'oublie vite. Mais, attention, les erreurs, par contre, on s'est fait reprocher longtemps. Hein? Donc, je vous suggère de vous faire un petit folder, soit dans votre Outlook ou dans vos documents, peu importe. Puis chaque fois que vous allez recevoir un courriel dans l'année de félicitations ou un courriel qui fait état, qui discute de quelque chose qui est arrivé, d'une réussite quelconque qui vous est attribuable, ben vous copiez ce courriel-là dans ce folder-là, puis quand c'est le temps, vous ressortez tout le contenu pour en faire un résumé complet lors de votre rencontre avec votre gestionnaire ou lors de votre évaluation ou bref, à tout autre moment qui est pertinent. Donc, comme ça, vous êtes certain de ne rien laisser au hasard et de ne rien oublier que si ta négociation, elle se passe en janvier, puis que toi, tu as eu une super de belle réussite en août avant, au mois d'août avant, ça fait comme plus que 6 mois, ben c'est sûr que ça va se perdre. Donc, de cette façon-là, ben il n'y a rien qui se perd. Là-dedans, vous allez inclure, vos résultats, vos chiffres, vos projets que vous avez livrés, les responsabilités qui vous ont été ajoutées peut-être pendant l'année puis que vous avez accepté de prendre avec bonne foi, puis les impacts concrets que vous avez eus sur votre organisation. Ensuite de ça, la deuxième étape, c'est d'arriver avec aussi des données externes. Hein, j'en ai parlé tantôt, le marché, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Par contre, si le marché va en ta faveur, bien évidemment, utilise-le. Les études de marché, les comparaisons de postes, les fourchettes salariales, ça donne la crédibilité à ta demande. Tu dois absolument savoir combien valent des postes similaires dans ta région, selon ton niveau d'expérience, selon ton secteur, puis selon la taille de ton organisation. Pour avoir ces données-là, ben, tu peux évidemment utiliser Glassdoor, Indeed, ce sont les plus connus. Il y a des comparateurs RH qui existent aussi, il y a des études sectorielles, évidemment, il y a ton réseau professionnel. Connaître ton marché, c'est essentiel, puis ça va te donner aussi de la confiance quand tu vas avoir la conversation. La troisième étape, bien évidemment, c'est de planifier le bon timing. Tu veux que ton gestionnaire soit réceptif, qu'il soit disponible puis qu'il soit dans un contexte favorable. OK? C'est super important. Ton gestionnaire, il veut te parler, il veut t'écouter. Assure-toi que le moment où tu vas t'exprimer, c'est le bon moment. La quatrième étape, c'est de savoir exactement ce que tu demandes. OK? Ta formulation de comment tu vas entamer la discussion, ben c'est crucial. Par exemple, écoute, Monsieur Untel, mon gestionnaire, j'aimerais ça discuter d'un ajustement salarial avec toi pour refléter vraiment mieux ma contribution puis l'évolution de mes responsabilités. J'aimerais ça te présenter des faits pour qu'on en parle. Déjà là, tu ouvres à une discussion. Tu n'arrives pas avec une demande. Puis, tu amènes le fait que tu introduis tout de suite que tu as des faits puis que tu as des choses à présenter. Rappelez-vous que la meilleure négociation, là, c'est pas tant celle qui va déboucher au plus gros montant d'augmentation, mais c'est plutôt celle où tu vas entrer dans la rencontre en te disant, comme mindset, je mérite cette discussion-là avec mon gestionnaire. Puis, je vais aller plus loin aussi, ton gestionnaire mérite cette discussion-là avec toi aussi, parce que ton gestionnaire, il est là pour t'épauler, il est là pour te supporter aussi dans ton évolution de carrière, dans ton travail. Une discussion où tu avais préparé tes faits, une discussion où tu avais des exemples, tes chiffres, mais surtout une discussion où tu avais réglé ton dialogue intérieur qui te disait « Je suis qui, moi, pour demander ça? » OK? Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que la négociation, là, c'est 50% rationnel, oui, mais c'est 50% émotionnel. Quand tu arrives avec une posture claire, une posture alignée, respectueuse, très important, mais une position qui est affirmée, ben l'autre va tout de suite le ressentir. Puis j'ai appris aussi que
même quand la réponse n'est pas exactement celle qu'on espérait, mais la conversation ouvre des portes. La conversation, elle va clarifier les attentes que ton gestionnaire a, puis que tu avais peut-être pas bien saisi, puis vice-versa aussi, hein. C'est vraiment une occasion pour toi de te faire entendre. Cette rencontre-là, plus que de créer de la valeur, mais elle va créer de la reconnaissance. Maintenant, malgré tout ça, qu'est-ce qui se passe si on se fait quand même dire non? Écoute, un non, c'est pas une finalité en soi, OK? Vois ça comme le début d'une négociation alternative. En attendant, peut-être que c'est non pour une augmentation salariale, mais peut-être que tu peux demander un plan d'augmentation dans 6 mois. Peut-être que tu peux demander à la place de qu'on te paye une formation. Peut-être que tu peux demander plus de vacances, du télétravail de plus, une prime peut-être en reliée peut-être à une responsabilité qui est nouvelle peut-être pour toi que tu as pris parce qu'un collègue est parti, par exemple, puis que tu pourrais dire à ton gestionnaire, ben écoute, moi, ce travail-là, je le fais en plus, puis je sais qu'un moment donné, vous allez engager quelqu'un pour le faire, mais en attendant, c'est moi qui le fais. Donc, d'ici à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être envisagé d'avoir une prime, peut-être une révision dans l'année aussi. Puis si c'est plus au niveau reconnaissance personnelle, ben pourquoi pas demander un nouveau titre, par exemple, qui reflète plus ton impact puis ton implication dans l'entreprise, OK? Euh, Aussi, tu peux demander justement si, par exemple, là, tu sais, si c'est non la réponse, puis qu'il y a vraiment, tu sais, il n'y a pas d'ouverture pour, tu sais, X, Y, Z raison, ben tu pourrais demander à ton gestionnaire, mais qu'est-ce que je dois faire pour atteindre, dans le fond, l'obtention d'une augmentation salariale? Tu sais, qu'est-ce que je dois faire pour obtenir X dollars d'augmentation annuellement par hasard? Puis, ce qu'il va te dire, ton gestionnaire, ben, tu fais mettre ça par écrit. Tu sais, j'ai vraiment envie de te dire qu'une négociation qui finit par un non, c'est justement ça la beauté de la chose, en fait, parce qu'un non, c'est jamais une finalité, c'est juste un obstacle. Tu sais, on change de stratégie. Moi, je le vois vraiment comme une opportunité de mieux revenir à la charge, encore mieux préparé. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de garder la tête froide. OK? On a réglé la partie émotionnelle avant de rentrer. Maintenant, on est dans le rationnel. Si on se fait dire non, ben, tu sais, ça se peut que ça soit pour des raisons budgétaires, parce que l'entreprise est bloquée dans la grille salariale, blablabla. Donc, on arrête de pousser pour de l'argent. On passe au plan B. Le plan B, ben, c'est de négocier ce qui fait avancer ta carrière. OK? Donc, essaie de penser à autre chose ou tu sais, qui pourrait te convenir, puis peut-être en discuter avec ton gestionnaire. Puis comme ça, dans le fond, ben ça va faire en sorte que toi, tu prouves ta valeur encore une fois à ton gestionnaire parce que tu démontres ta volonté d'évoluer dans l'entreprise. Puis avec ça, justement, avec le temps qui va passer après, ben, tu t'organises pour revenir à la charge, encore une fois, au bon moment, quand tu auras prouvé justement que tu as fait cette nouvelle formation-là, par exemple, puis toutes les choses que tu vas avoir mis en place suite à ça, etc., etc. Donc, j'espère que vous allez, tu sais, peut-être vous sentir mieux outillé lors de votre prochaine rencontre avec votre gestionnaire. Je trouvais ça vraiment important d'aborder le tabou parce que, ben, négocier son salaire, tu sais, c'est pas un caprice, OK? Je sais que, tu sais, de part et d'autre, c'est malaisant, autant pour les gestionnaires, tu sais, les employeurs, tu sais, de dévoiler des fois certaines choses parce qu'ils veulent pas créer de la jalousie ou, tu sais, c'est des stratégies aussi de communication qui évoluent avec le temps. Hein. Déjà, ça a beaucoup évolué depuis plusieurs années. Mais avoir une conversation de négociation salariale, c'est vraiment un acte pour moi de maturité professionnelle. C'est de reconnaître ta propre valeur, puis en même temps, ben, c'est de refuser d'être spectateur de sa propre carrière. OK? Donc, ben moi, je vais vouloir vous laisser avec ceci. Hein? On n'obtient jamais ce qu'on ne demande pas. Puis parfois, ben demander, c'est déjà de s'honorer soi-même. OK? Donc, ben merci tout le monde d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que ce sujet-là
vous a intéressé puis vous a parlé. Donc, si c'était le cas, puis si vous avez vécu des négociations difficiles ou au contraire des négociations super inspirantes, ben venez m'en jaser sur LinkedIn ou sur Instagram ou laissez-moi des commentaires dans le logiciel sur le podcast. Vous lire, ça me fait toujours vraiment plaisir, puis ça me donne un sourire accroché jusqu'aux oreilles là, toute la journée. Et puis, ben si jamais ça vous tente de venir participer au podcast, ben je vous invite aussi à me contacter. Ça va me faire un énorme plaisir de vous recevoir. Donc, merci tout le monde. On se rejoint dans 2 semaines pour un prochain épisode de Profession humaine. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas d'avoir le cœur au travail. Bye!